Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tous les profs en parlent avec Azra et Stéphanie. Je m'appelle Azra et je suis la PDG de Zélexio. Moi, c'est Stéphanie, je suis la directrice du développement pédagogique chez Zélexio. Donc, l'émission, en fait, c'est une émission qui sert à démystifier plusieurs sujets en éducation dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un invité surprise. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret. Alors, bonjour pour ce deuxième épisode qu'on parle d'évaluation. Aujourd'hui, c'est un balado très spécial quand on reçoit une personne spéciale qui va nous parler d'évaluation. On est très, très heureuse de la recevoir. On l'invite à se présenter. Bonjour, je suis Claire Côté. Je suis directrice d'une école secondaire et puis également passionnée de pédagogie. Comme nous autres. Alors, on parle beaucoup d'évaluation dernièrement dans les médias, auprès des écoles. Il y a des écoles, on parle de notes chiffrées, pas chiffrées, cotées. On a même parlé de bonhommes, de couleurs. C'est un sujet préoccupant, c'est un sujet qui est essentiel pour la progression des apprentissages, puis on est bien heureuse de pouvoir en parler justement aujourd'hui avec une directrice d'établissement scolaire pour que tu puisses nous donner un petit peu ta vision, puis comment tu vois le tout auprès de ton personnel. Donc, pour commencer, j'aimerais ça, selon toi, Claire, c'est quoi l'évaluation? Ça implique quoi? Comment tu vois ta vision de l'évaluation? Plus en détail. C'est une excellente question, hein? Il y a tellement de façons de voir l'évaluation. Pour moi, l'évaluation, c'est vraiment l'observation du processus d'apprentissage d'un élève. Donc, son parcours, comment il va développer sa compétence. Et puis, c'est également faire preuve de jugement professionnel à travers ça. Oui. Parce que l'élève va évoluer. En fait, l'apprentissage se fait tout au long du processus. Et puis, c'est vraiment ce processus-là que je souhaite évaluer comme observatrice. Oui, c'est ça. Donc, on parle moins de correction, comme Stéphanie. Mais en fait, c'est qu'est-ce que j'aime bien dans cette vision-là, c'est comme voir l'apprentissage comme les montagnes russes, dans le sens que il va y avoir une évolution. Par contre, est-ce que tu es obligé de évaluer tous les travaux, ainsi de suite? S'il y a eu un petit down, mais est-ce que il y a une autre cause différente? Est-ce que ton jugement professionnel dit tous les travaux doivent compter, ou bien, mais des fois, il y a le divorce des parents que mon jugement professionnel dit, ben, cette trace-là n'est pas significative. Donc, des belles montagnes russes, mais au bout, on regarde l'évolution. J'avoue que je suis une fervente fan du formatif, oui, comme enseignante, là. Le formatif était super important pour moi parce que ça permettait à l'élève d'avoir le droit à l'erreur, puis en fait d'apprendre de ce qu'il a fait comme erreur pour s'améliorer, puis mieux comprendre, mieux démontrer sa compétence pour l'étape suivante. Donc le formatif lié à une rétroaction qui est efficace donne tout son sens à l'évaluation, ce qui fait en sorte que bien c'est comme un entraînement, une pratique où il développe sa compétence avant le match ultime où il doit présenter justement la finalité de sa compétence. Oui. Donc, pour moi, c'était vraiment important là, de donner ce droit à l'erreur là à l'élève, mais de faire comprendre qu'il peut utiliser cette erreur-là comme étant un tremplin pour mieux rebondir, mais pour prouver cette compétence. Le travailler aussi, même si on donne des commentaires USB, est-ce que ça veut dire que tu donnes le commentaire puis t'as terminé? Non, retravaille pour savoir, pour t'améliorer, et ainsi de suite. Mais c'est exactement ça, c'est l'évaluation. En fait, on évalue tout le temps. On donne une tape dans la main, on dit bravo, présentement, t'as fait ça correctement. Mais c'est toutes des évaluations. On n'est pas obligé de se fier toujours à l'examen écrit. Mais je pense que Claire, elle a mis un mot-clé que j'adore, rétroaction. Je pense que l'évaluation, comme tu as mentionné, c'est pas juste donner à ce que ça soit un chiffre, que ça soit pas de chiffre. L'important, c'est la rétroaction pour justement le jeune qui a vécu pas nécessairement un échec, mais une mauvaise compréhension de la matière, où il est peut-être, c'est important de lui indiquer comment s'y prendre, où est-ce qu'il est rendu, où est-ce qu'il a fait l'erreur, où est-ce qu'on peut le soutenir avec la rétroaction. En fait, c'est ça qui amène la progression. Je pense que c'est pas juste
faire un corrigé, là, comme qu'on avait discuté à l'ancien au balado du premier épisode sur l'évaluation. C'est pas juste lui donner une note, c'est important de le guider là-dedans et faire une rétroaction. Toi, Stéphanie, t'avais mentionné rétroaction USB. Oui. Claire, tu peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la rétroaction USB? J'ai un faible pour la rétroaction USB. C'est une expression dont on entend parler de plus en plus dans les dernières années. C'est ce qu'on appelle, en fait, U pour utile, S pour spécifique et B pour bienveillante. Donc, quand on a une rétroaction USB, Oui. mais ça fait une rétroaction qui est utile, spécifique et bienveillante pour notre élève et donc qui l'amène à s'améliorer et puis à mieux développer sa compétence au final. Oui, donc on enlève le bravo. Exact. Ouais, c'est On j'adore va ça. au-delà du bravo. Exactement, je pense que c'est à partir de là qu'il y a croissance puis progression. Et je pense aussi qu'avec des rétroactions comme ça, tu développes aussi l'analyse critique du jeune en disant mais je vais donner tellement d'informations que tu vas pouvoir t'améliorer et à la longue, tu vas être capable de même toi poser une auto-évaluation parce que tu as appris comment vraiment regarder un travail différemment que juste la note, mais vraiment le processus. Ouais. Et là, je vais poser des questions un petit peu plus corsées par rapport à t'es directrice d'établissement scolaire, Oui. t'as été enseignante de formation, en fait, c'est le processus régulier pour se rendre à la direction. Comment tu vois, en fait, j'imagine que vous devez avoir des comités auprès de votre école concernant l'évaluation, concernant l'innovation, que ce soit en technologie, que ce soit en évaluation. Comment tu perçois incorporer ou mettre de l'avant la rétroaction USB auprès de ton personnel? C'est une bonne question. Hein. Présentement, on en discute beaucoup en comité. Mm-hmm. En comité où on échange, où on se challenge aussi sur ces défis-là. L'objectif étant de contaminer positivement l'équipe par Oui. la suite. Oui. Donc, on va vraiment J'aime ça. par une relation de contamination positive. C'est entraîner, c'est démontrer graduellement que ben, ça se fait, c'est possible. Hein. Et puis, d'amener les autres à y croire. Donc, on n'est pas en train de convaincre, mais on est en train de démontrer que c'est tout à fait réaliste d'accompagner nos jeunes de cette façon-là, puis de les amener à développer leurs compétences, faire preuve de jugement professionnel, puis évaluer des traces et le processus au final. Ben oui, parce que ça fait peur aux professionnels de l'éducation quand Oui. on parle justement à utiliser des grilles descriptives, détaillées, indicateurs observables, faire des rétroactions USB. Ça fait peur à certains enseignants. Ça fait peur parce que on peut pas mettre un pourcentage sur Ouais. une connaissance comme ça. Là, on Tout développe à une fait. compétence. Donc oui, c'est un commentaire qu'on doit émettre. C'est une rétroaction au final, là, mais ça se note pas avec un résultat chiffré tout simplement. Oui. Et c'est là Je suis où entièrement d'accord. ça devient un peu ambigu pour tout membre du personnel enseignant parce qu'on est formé comme ça. On est Mm-hmm. formé à mettre une note sur une connaissance. Puis le ministère aussi va de l'avant sur des notes chiffrées. On va pas en parler plus, mais il était mordicus là-dessus aussi que ça va pas s'en aller avant un bon bout. Fait que Exact. Mais je me questionne toujours, où est la différence entre un élève qui a eu 90 et un élève qui a eu 92? Est-ce qu'il y a un des deux qui est moins compétent? Pas nécessairement. Pour moi, ça reste une compétence. Cet élève-là a démontré qu'il était compétent. Donc, la nuance du pourcentage est davantage liée, à mes yeux, à une connaissance qu'à une Ouais. compétence qui a été développée. c'est Tout à ça. fait. T'es capable de associer des échelons pour un résultat avec le bulletin obligatoire. Mais je suis d'accord que entre 74 puis 75, la différence est minime. Là, et techniquement, l'élève a démontré le même Oui, niveau tout de à fait. compétence. Puis encore là, si on parle de correction ce jour-là, peut-être le jeune, ça allait moins bien. Il y a peut-être eu... donc, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte versus justement utiliser le jugement professionnel, Exact. faire des évaluations formatives, accumuler le tout, faire un dossier pédagogique, en fait, du jeune, de sa progression. Oui. Puis Puis diversifier aussi Oui, les tout à fait. traces. Puis aussi évaluer la progression dans le sens que le montrer aux jeunes que regarde, t'as passé de là à cette étape-ci, t'as travaillé fort, t'as mis de l'effort, voici ce que ça l'a amené comme résultat. Je pense que ça aussi, c'est quand même important de mettre de l'avant dans l'évaluation, que il y a pas juste la matière qui est évaluée, mais aussi le progrès du jeune, où est-ce qu'on peut le féliciter dans son progrès, parce que le mieux qu'on le suit, meilleur que la rétroaction elle est, plus que c'est facile de l'amener justement à acquérir la compétence, puis être bien outillé. Oui, puis en travaillant aussi avec la progression, tu vas augmenter l'engagement puis la motivation des élèves. T'sais, ils vont voir que en
continuer à travailler puis en améliorant ses difficultés, ça va avoir quelque chose de bénéfique à long terme versus tu t'en prendras au prochain chapitre, mais pourquoi je réétudierais puis je ferais encore des efforts dans le chapitre précédent si je le revoyais qu'en juin. Ouais. Donc, en travaillant cyclique, en travaillant sur la progression, mais on est capable de retravailler les difficultés pour les améliorer. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé que tu as mis justement du positivisme sur le changement de l'évaluation, les paradigmes de l'évaluation, parce que on l'avait déjà mentionné, la formation pédagogique d'un enseignant, ça comporte entre 3 et 6 crédits sur l'évaluation sur 120. Donc, c'est sûr qu'il y a un besoin de formation continue. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu abordes régulièrement avec ton personnel? Est-ce qu'il y a des suivis de formation quant à justement les différentes manières d'évaluer, les différentes rétroactions? Parce que demain matin, si un enseignant décide, OK, moi, je vais innover en évaluation, je veux vraiment soutenir la progression de mes élèves, je fais quoi? Tu sais, j'ai jamais monté une grille, j'ai jamais fait de rétroaction USB, je sais pas où aller chercher justement les... Comment je peux être soutenu de manière pédagogique? Donc, comment, toi, dans ton établissement, t'établis la formation continue auprès de ton personnel? C'est une bonne question. On a quand même des balises obligatoires depuis l'année dernière. Oui. Ce qui fait en sorte qu'on a un 30 heures de formation obligatoire aux 2 ans. Oui. C'est guidé avec des objectifs personnels, professionnels de chacun des enseignants. Oui, l'évaluation en fait partie. Présentement, on redirige beaucoup via Cadre 21, qui est un organisme où il y a plein de formations qui sont gratuites, puis en fait qui vont guider l'enseignant à travers les différentes étapes. Je fonctionne aussi beaucoup par réseautage. Mettre 2 personnes en contact, quand il y en a une qui peut faire bon, office de mentor, mais va amener l'autre aussi à se développer. Puis parfois, on parle juste d'une discussion qui ouvre tout un pan de possibilités. Donc, pour nos nouveaux enseignants, en fait, je pense que ça commence toujours avec une discussion d'abord. Mm-hmm. Comment ils se sentent par rapport à l'évaluation, qu'est-ce qu'ils perçoivent l'évaluation, puis amener à voir la quantité quasi illimitée de types d'évaluation qu'on peut faire aussi. Donc, la discussion, oui, et les ressources, comme Cadre 21, comme Récit également, qui offre de magnifiques formations. C'est vraiment un accompagnement. Je vois ça davantage comme étant un accompagnement au quotidien ou à travers le cheminement. Mais c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Je pense que quand on sort de l'université, qu'on est tout nouvel enseignant, on n'est pas encore tout à fait là. Non. Mais le fait d'être bien accompagné, d'être guidé, permet d'y arriver avec le temps. Des fois, ça prend plus qu'1 an. Ça prend 2, 3, 4. Pour ma part, j'ai l'impression que ça a pris 5-6 ans là, avant que j'arrive à ce moment-là. Vous dire, ah oui, tout à fait. Pareillement, je suis rendu là. Oui, tout à fait. Exact. En effet, puis moi, qu'est-ce qui m'a le plus aidé à progresser dans ma vision de l'évaluation, c'est le droit à l'erreur. Mm-hmm. Me donner le droit mais je vais l'essayer, puis ça se peut que ça soit pas correct la première fois, la deuxième fois, ainsi de suite, mais c'est exactement le même principe que l'évaluation. Je vais prendre des notes pour m'améliorer. Mm-hmm. Donc, c'est pas obligé d'être... Il y a beaucoup d'enseignants qui disent, je vais lire, je vais m'informer pendant plusieurs années, puis quand je vais avoir 100% compris, je vais me lancer à l'eau. Mais des fois, rien qu'aller étape par étape, faire des essais, des erreurs, c'est vraiment la meilleure manière de changer. Puis surtout si t'as la direction qui appuie le système de l'erreur est formateur. Oui, il y a pas personne qui arrive, aucun enseignant là qui sort de l'université puis dit moi je suis un pro de l'évaluation. Je pense que c'est évolutif. Je pense qu'à toutes les années on s'améliore. En fait, c'est comme un muscle qu'on entretient, c'est comme de l'entraînement. Il y en a, ça fait très peur à beaucoup de gens d'évaluer de manière à promouvoir la progression puis favoriser, parce que c'est sûr que d'un point de vue externe, on regarde par exemple un examen de mémoire, de mots, on le corrige, on donne la note puis ça finit là. T'sais, puis là c'est beaucoup moins lourd que OK, je vais leur faire écrire, je vais prendre des notes, je vais les revenir, je vais les rencontrer. Mais en bout de ligne, je trouve que ça prend beaucoup moins d'énergie évaluer de cette manière-là quand on est bien outillé, quand on a les bons outils, puis c'est beaucoup plus valorisant pour l'élève, puis pareillement pour l'enseignant, parce qu'il va être en mesure de voir le progrès auprès de ses élèves pendant tout le long du processus, tout au long de l'année, versus une note qui va être donnée au jeune, et le jeune va regarder la note, il va vivre du stress ou du bonheur, ou il va mettre ça à la récup, puis ça finit là, et le prochain test, on repart à zéro. C'est comme si on tourne la page, mais c'est pas ça, dans le fond. C'est
quand c'est fait d'une manière régulière, comme tu dis, que ça soit lors d'une interaction de travail d'équipe, interaction individualisée, des commentaires ici et là, prendre des notes, c'est tout à fait naturel, puis ça prend pas plus de temps, mais pourtant, la valorisation en bout de ligne est incomparable autant pour le jeune que pour l'enseignant. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu viens de nommer, là, le bonheur de l'élève, ça reste éphémère. Ouais. Tandis que dans l'autre sens, on a des traces d'apprentissage qui demeurent, qui permettent de poser un regard critique sur son propre apprentissage. Tout à fait. Et puis, c'est un processus en soi. Puis c'est également un changement de paradigme comme enseignant. On ne demande pas de recommencer à zéro. Mais non, On parle juste de changer de regard sur la façon d'évaluer. Quand j'ai fait ce changement-là en enseignement, j'ai pas changé ma planification d'un bout à l'autre. Je suis allée une étape à la fois, puis je me suis dit, peut-être que mon évaluation que je notais pour 20% de mon étape peut très bien être utilisée comme évaluation formative, Oui. à laquelle je vais donner une rétroaction pour que mon élève soit plus compétent pour la suite, pour qu'il voit qu'est-ce qu'il a amélioré en vue de l'évaluation sommative. Au final, c'est comme je suis... en fait, il y a une image qui m'a toujours marquée, c'est celle d'un élève qui fait comme « Enfin, monsieur, madame, j'ai compris! » Oui. Puis l'autre, l'enseignant qui Oui, répond « Ah, ben, il Tout est à trop fait. tard, le bulletin est fait. » Ouais. Ça reste que c'est déplorable de Ah, penser c'est comme pas ça. ça, l'apprentissage, Non, en fait. exactement. Non. Ouais, c'est Puis, triste. qu'est-ce C'est une que- réalité qui est là. Mhm. C'est une réalité. Oui, je l'ai vu auprès de certains élèves, puis malheureusement, la note est déjà rentrée, comme tu dis. L'examen y est fait, tu peux pas te reprendre. Tu te reprendras l'année prochaine, comme Stéphanie dit, tu te reprendras au prochain chapitre. Tu sais, c'est... Mais Exact. tu sais, de l'autre côté, quand on évalue par compétences, techniquement, à part les notions qui changent, c'est les mêmes compétences. Donc, Mhm. tu devrais être capable de voir le processus, même si le bulletin est fait. Tu peux dire, parfait, je vais prendre des notes, je vais prendre des observations pour la prochaine étape, parce Exactement. que c'est quand même des observations valides. C'est pas vrai que la date du bulletin, on recommence à zéro le lendemain, c'est pas ça la progression. Puis qu'est-ce que tu dis aussi dans les travaux, demander la création, qui peut demander un peu plus d'efforts, mais ça demande aussi plus d'efforts pour l'apprenant. Fait que l'engagement, ça va être des apprentissages beaucoup plus en profondeur, puis à long terme. Donc, il y aura plus de pitcher de la matière juste à l'examen, puis le lendemain, on s'en souvient plus, parce que il y a eu une habilité cognitive beaucoup plus grand. Oui. Puis on s'éloigne du teach to the test, dont on parle Oui. quand même régulièrement. Dans ce temps-là, on est dans la connaissance, tout simplement. On bourre le crâne, on le vomit à l'examen, Oui. puis c'est terminé, on passe à autre chose après. Exactement. Donc, ce qui reste, au final, c'est pas grand-chose. Alors que quand on développe une compétence, Mhm. cette compétence-là, c'est un entraînement qui fait Ben en oui. sorte qu'on peut juste mieux faire la fois Oui. d'après. Puis on est mieux outillé, on est mieux préparé lorsqu'on passe d'un niveau à l'autre, d'une matière à l'autre, puis les compétences sont transférables d'une matière à l'autre. C'est ça la différence Exact. aussi versus avoir un acquis, tu l'apprends en français ou en anglais, c'est ça qui est ça, mais avoir une compétence développée, tu peux la transférer dans différentes matières. Donc encore là, ça vient te soutenir dans tous les autres défis pédagogiques que le jeune peut avoir à travers son parcours scolaire. Mais c'est excellent. Écoute, là, j'ai plein d'autres questions, puis je voulais faire une petite parenthèse. Zélection aussi offre des formations sur l'évaluation. Il fallait bien que j'en parle, mais oui, je comprends tout à fait. Je connais très bien Récit et la Cadre 21. Nous autres, on est tout nouveau sur le marché, donc ça nous fait plaisir de soutenir les enseignants dans l'évaluation. Là, j'ai vraiment une bonne question devant moi. La disparité des méthodes d'évaluation au sein d'un même établissement. Donc, est-ce qu'elle est vue comme un défi ou c'est une force, selon toi, Claire? Rapidement, mon premier réflexe, c'est de dire que c'est une force. Parce que j'ai en tête que varier nos méthodes permet de nous adapter aux humains qui sont devant nous, puis de valoriser leurs forces. J'aurais tendance à peut-être à promouvoir un certain nombre de méthodes différentes d'évaluation. C'est sûr qu'il faut pas aller à l'extrême. Oui, oui, faut pas en avoir 50 là, à travers Non. l'école. Un par semaine. Oui, oui. Mais si on en a 4, 5, 6 qui Oui. sont variables, qui permettent aux élèves d'exprimer, de démontrer leurs compétences de différentes façons, que ce soit à l'oral, à l'écrit, par l'interaction, mais ça permet justement de se sortir de l'examen traditionnel écrit, puis de vérifier la compétence, parce qu'un élève peut très bien nous le dire, nous le verbaliser, puis nous démontrer sa compétence, tout comme il pourrait le faire par écrit. Sauf que quand il le dit, mais ça permet aussi de mieux... en fait, l'intention est peut-être plus... comment dire?
est plus impliqué dans son Oui. apprentissage, il est plus impliqué Tout dans à son fait. évaluation, alors que le mettre par écrit, peut-être moins motivant Puis aussi. lorsqu'il dit, il y a aussi le dynamisme de Mhm. l'évaluation que l'enseignant peut intervenir directement en disant c'est pas précis, veux-tu m'expliquer? Puis le jugement professionnel peut être différent en l'expliquant parce que tu peux juste aller gratter un petit aspect puis le jeune va dire ah, ok, je vais pas assez élaborer, je vais élaborer tout de suite puis tu te rends compte que finalement avec un petit peu d'intervention il remet un résultat beaucoup plus avec une compétence beaucoup plus Ouais. acquise qu'à l'écrit. Mhm. Donc, ça peut être intéressant aussi de varier là-dessus. Oui, ça donne l'occasion de démontrer ses forces, ses compétences. Parce qu'il y en a qui sont très forts à l'oral, il y en a d'autres qui sont très forts à Oui, l'écrit, il y en a d'autres qui exactement. vont utiliser d'autres médias. Puis, je pense que c'est là-dessus qu'on peut, en fait, valoriser les forces de nos élèves, Mhm. puis peut-être faciliter l'accès à démontrer cette compétence-là. Ouais. J'aime beaucoup le mot adaptation qui fait en sorte aussi que, ben, dans la vie d'adultes, quand ils vont arriver au marché du travail, mais cette adaptation-là existe. Tu dois faire de l'adaptation selon différents clients, selon différentes personnes avec qui tu travailles. Donc, c'est important aussi de pouvoir apprendre dès le jeune âge Ouais. de, ben, tu peux l'adapter, tu peux Tout à fait. te rendre compte que cette méthode-là, c'est pas ta préférée, mais tu vas le faire, puis la prochaine méthode, tu vas mieux Ouais. l'aimer. Donc, Oui, puis dans la vie professionnelle, comme tu as mentionné, la rétroaction est essentielle parce que éventuellement, tu te retrouves que t'es dans ton domaine professionnel, t'as pas nécessairement le soutien qu'un enseignant pouvait te donner. Donc, c'est important de pratiquer ce muscle-là où est-ce que le jeune va prendre un recul sur, OK, qu'est-ce qui a moins bien été, comment je peux m'améliorer. Donc, c'est comme justement les outiller à travers toute leur vie pour qu'ils puissent prendre du recul parce que moi, je dis toujours, puis j'ai toujours dit à mes élèves, puis je dis à tout le monde autour de moi, l'échec est inévitable. Tu sais, que ça soit qu'il soit scolaire, professionnel, amoureux, amical, on vit tout un échec. C'est tout à fait, c'est un processus naturel de la vie. Ce qui est important, c'est prendre du recul vis-à-vis de l'échec et pas dire, OK, c'est la fin. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens, ils voient ça comme la fin. C'est fini, je vis un échec, je vis du stress. Puis si on bâtit, justement, on pratique le muscle de rétroaction, où est-ce qu'on prend du recul et on se dit, OK, attends un peu, là, je suis en train de vivre un échec, pourquoi je vis un échec, c'est quoi les raisons de mon échec, comment je peux que ça arrive pas la prochaine fois, qu'est-ce que je dois faire. C'est un peu ça, la rétroaction, c'est permettre aux jeunes d'être bien outillés, pas seulement de manière pédagogique, mais de manière personnelle, plus tard pour sa vie personnelle, puis professionnelle, je pense que c'est... en fait, c'est ça, c'est les guider pour travailler sur leur métacognition, puis qu'eux autres, ils vont Exactement. être eux-mêmes, plus tard, avoir le même processus. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui font comme « Ah, j'ai une petite voix qui me parle dans la tête pour avoir le pas de recul sur une situation », mais c'est cette petite voix-là qui s'enseigne. Ouais. Parce que tu peux pas l'avoir du jour au lendemain. Ouais. Ça se travaille, puis C'est- c'est des questions que c'est des enseignants qui ont posées, puis que à la longue, tu te poses par toi-même aussi. Oui, puis on essaie de défaire justement l'aspect culturel de l'anxiété de performance en mettant de l'avant l'évaluation avec des grilles, l'évaluation avec la rétroaction, l'évaluation formative. Puis là, le jugement professionnel, tu vois, là, j'ai une question pour Stéphanie. Parce qu'on parle beaucoup de jugement professionnel et c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur autant aux enseignants qu'aux parents et aux élèves. Donc, eux autres, dans leur tête, ils disent « Ah, c'est un jugement professionnel. Là, je m'en vais complètement à l'extrême, Stéphanie. J'aimerais ça que tu me dises ce que t'en penses. » Le parent qui dit « Ah, c'est parce que t'aimes pas mon jeune que tu as posé cette note. » C'est un peu ça. Il y a des craintes, ça fait partie de la crainte auprès des enseignants. Puis Claire pourrait peut-être enchérir. Mais toi, Stéphanie, quand tu parles de... Qu'est-ce que tu penses de jugement professionnel par rapport au fait que les gens vont penser qu'il y a du favoritisme qui arrive? Mais en fait, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que le jugement professionnel, tu le fais pas en écoutant la télé en deux émissions pendant l'annonce. Un jugement professionnel, faut que tu sois basé sur plusieurs observations, sur des traces, sur des notes que tu as prises, des discussions que tu as eues. Donc, il est approuvé par plusieurs traces. Et techniquement, on est des professionnels de l'éducation. On est capable de porter un jugement avec des traces sans qu'on dise qu'il est pas valide. Si ton jugement professionnel, il n'y a pas de traces, puis tu y vas avec ton feeling, mais ça s'appelle pas un jugement Oui, professionnel. En fait, j'en connais aucun enseignant Ouais. qui fait ça. Donc, c'est vraiment pour démystifier le mot jugement professionnel,
il y a un dossier assez épais pour Oui, puis pour c'est qu'il comme un- supporte ce jugement-là. C'est comme un diagnostic pédagogique, en fait, que l'enseignant pose Exact. sur le jeune. Toi, Claire, est-ce que c'est un mot... ben, je sais que toi, ça te fait pas peur, le mot jugement professionnel, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, mais en tant que... Dans ton rôle, est-ce que t'as une crainte par rapport, justement, le parent ou le jeune qui va dire « Ah, tu sais, comment ça se fait qu'il s'est retrouvé avec telle cote ou telle note? Comment... C'est quoi le procédé que vous avez pris pour poser le jugement professionnel? » Ben, en fait, j'ai pas peur que, quand je pourrais dire, il faut vraiment clarifier le fait que le jugement professionnel est jamais basé sur la personnalité de l'élève. Tout à fait. Donc, on parle pas de, il est pas question nécessairement d'avoir une complicité avec l'élève ou non, là. C'est deux choses complètement différentes. Tu sais, c'est observer les faits, observer la progression. Puis oui, c'est se baser sur des traces. Ça sort pas d'une boîte à surprise. Non, on le voit évoluer, l'élève. Et puis, avec le temps, on se rend compte souvent comme enseignant que on est capable d'identifier à peu près la note finale qu'aura cet élève-là à la fin de l'année. Donc, il faut aussi apprendre à se faire confiance. Oui. Parce que ça fait peur au début, c'est hey, est-ce que bon, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur comme enseignant. Oui. Et puis je pense qu'il faut avoir confiance en nos capacités puis en notre qualité d'observateur et de professionnel, justement de l'évaluation, de l'éducation. Oui, tout à fait. Donc, en se basant sur plusieurs traces, 2, 3, 4 traces par exemple, ben on est capable de valider cette perception-là, puis de finalement dire « Ah, c'est pas une perception, là. C'est vraiment un fait. L'élève est compétent pour telle raison et il y a tel défi à relever ou à compléter afin de démontrer une pleine compétence. » Puis en fait, techniquement, tu peux donner le dossier pédagogique à un autre professionnel qui arriverait à peu près au même jugement parce que, vu que les deux, c'est des professionnels qui ont les mêmes standards d'évaluation avec les grilles, avec les traces, critères, mais c'est ça. le jugement va être à peu près le même. Donc, je parle à peu près le même parce qu'on l'a dit tantôt, 74%, 75%, c'est la même définition de compétence acquise. Donc, c'est pour ça que je dis à peu près, Oui, mais oui. ce que je veux dire est vraiment vu qu'on est des professionnels, ben, on pourrait le donner à un autre enseignant, puis il y aurait à peu près le même jugement. Vous venez de donner deux mots-clés vraiment importants, hein? Indicateur et grille. Oui. Dans notre discussion, les indicateurs et grilles, ça aide à avoir un jugement professionnel qui est vraiment. commun aussi. Oui. Donc, Ça guide. Exact. Avant d'évaluer, quelle est l'intention pédagogique derrière cette évaluation-là? Qu'est-ce qu'on souhaite valider? C'est la première chose à vérifier puis à connaître comme enseignant. On peut pas dire on va y aller un peu au hasard parce que toute la grille, toute l'observation dépend de l'intention pédagogique. Oui. Oui, puis c'est ça. En fait, tu m'as fait allumer sur quelque En chose. fait, j'aurais pas pu mieux dire. Oui, écoute, ça a été... c'est ça. Moi, j'adore ce que t'as dit parce que ça me fait penser dans mes tout débuts, mon jeune temps, quand j'ai commencé comme enseignante, puis je faisais l'erreur de faire... Ça a été un apprentissage assez rapide, puis on peut dire que je vais être transparente, j'ai frappé un mur parce que j'avais fait l'erreur de faire la grille une fois que l'examen il était fait. Tu sais, j'avais dans ma tête, je me dis OK, je vais évaluer tel aspect, et là, par exemple, les productions écrites ils rentraient, et là j'étais comme OK, il faut que je fasse une grille. Et ça me prenait tellement de temps à corriger. C'était pas clair. J'avais pas amené les élèves où ce que je voulais. Ça a été un apprentissage. Puis ça, c'était dans mon jeune temps. Là. Je venais de sortir d'université, puis je savais pas. Entendu parler de l'alignement pédagogique. Exactement. En fait. Moi, faire une grille, j'étais comme, OK, on prend une grille, puis on l'adapte. On met les réponses dans un tableau. Vraiment. J'ai fait une grille. Et après 2 années de souffrance, je dirais, en correction, parce que ça vient extrêmement long, parce que là, je corrigeais, j'étais rendue à la copie 15, et là, je dis, ah non, mais attends un peu, faut que je recommence, ça marche pas, c'est pas ça que je voulais. Et là, il fallait que je revienne sur toutes les autres copies, que je reformule à la note. Écoute, ça avait pas de bon sens. Tu changeais ta grille parce que finalement, il manquait un détail vraiment Exactement, important. parce que là, je réalisais que les élèves, finalement, ils ont fait... C'était n'importe quoi. Écoute, c'était la lourdeur de l'évaluation. Là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui marche pas. Et là, un savant de l'évaluation, elle est venue me dire, puis elle m'a dit, OK, là, Azra, ta grille, là, elle dit, tu la fais dès que tu commences ton année scolaire. Elle dit, faut que ton intention pédagogique soit là, faut que tu saches où est-ce que tu vas amener tes élèves. Il dit, ça va être pas mal plus simple, et ça a été une révélation pour moi. J'ai fait ma première grille, écoute, on est au mois de septembre, on a nos journées pédagogiques, et là, j'ai monté mes grilles, puis après ça, c'est plus simple parce que tu peux les modifier. La correction, elle a coupé j'exagère même pas, là, de 60%.
je corrigeais, je ne revenais plus sur mes copies parce que je savais exactement ce que je voulais que les élèves où les Quand amener. t'enseignais, en fait, t'étais influencé aussi par la Oui, grille. parce donc que je t'étais pensais beaucoup à la plus grille précise. pendant que j'enseignais, puis je savais exactement où est-ce que je voulais les amener. Fait que pour moi, ça a été une révélation, la création de grilles, l'intention pédagogique, les indicateurs observables, l'intention pédagogique. Faut qu'elle soit là dès le départ, avant même de... Puis ma planification était... Écoute, ça roulait après, là. C'était magnifique. Ça devient naturel. Exactement. On parle d'aliments pédagogiques, mais c'est le cas. Non seulement c'est pertinent, mais en plus pour l'élève, ben, il sait maintenant sur quel pied danser. Il connaît les attentes de l'évaluation, puis il est capable d'y répondre parce qu'elles sont claires, puis elles sont Exactement. annoncées à l'avance. Donc, c'est pas une surprise dans la rétroaction qui apprend, qui dit « Oh, finalement, j'ai peut-être passé à côté de l'évaluation. » Mais au final, si la grille est bien présentée, si l'intention pédagogique est bien présentée, mais c'est possible pour l'élève de mieux se diriger aussi, puis de mieux comprendre Ah oui, oui, oui. et de mieux répondre Ouais, à c'est la ça. demande. C'est correct de faire ta grille d'avance, mais il faut la partager, l'expliquer. Ah oui, oui. Parce que c'est un outil pour les élèves. Oui. Donc, c'est pas seulement... En fait, une grille, c'est pas un outil de correction. Ça existe. Il y a des corrigés, il y a des logiciels qui font la correction Ah oui, il y a automatique. la technologie qui va le faire à votre place. La grille, c'est un outil d'apprentissage autant pour faciliter l'évaluation que pour faciliter l'élève. Donc, il faut la partager dès le début pour que l'élève puisse bien se situer, puis poser des questions à l'enseignant en disant « Regarde, cet indicateur observable-là, j'ai de la difficulté à l'avoir, veux-tu m'aider? » Quand c'est clair, puis que l'élève vient directement te poser avant l'évaluation finale, mettons, ben c'est beaucoup plus facile d'aider parce que même l'élève, au lieu de dire, tu sais, la question de « je comprends rien », puis là, il est comme « attends un peu, là, c'est pas vrai que tu comprends rien », mais là, quand tu partages ta grille puis tu l'expliques, là, il va te dire l'intention vraiment est claire. « c'est l'indicateur 2 que je comprends pas dans la compétence 1, est-ce que tu veux? » Puis là, ton aide, 1, tu perds bien moins de temps, puis 2, t'es très très précis dans ta rétroaction, Oui. là. Non, moi, les grilles, ça a été un apprentissage. Et après, il y en a plusieurs qui vont dire, ce qui est important, c'est ta planification, ce qui est important, c'est ta gestion de classe. Pour moi, c'était des grilles. Une fois que les grilles étaient faites, c'était comme un peu, c'était ma Bible. Tu sais, à partir de là, c'était facile de penser à la pédagogie, de penser à la planification, puis à partir de là, ben, la gestion de classe se faisait. C'était comme ça allait main dans la main, mais mon point de départ, quand j'ai découvert que le point de départ, pour moi, était les grilles, ça a complètement changé ma pédagogie, puis ça a complètement changé ma perception par rapport à l'évaluation. C'est devenu naturel, c'était devenu comme une réflexion, en fait, et là, je me suis rendu compte que les grilles, le fait qu'ils étaient montés d'avance, même lorsque je me promenais dans la classe lors des travaux, j'étais capable d'avoir justement des traces parce que je pensais à la grille, je l'avais mémorisée, je fais OK, parfait, puis les grilles étaient partagées avec les élèves dès le départ. Fait que les traces étaient beaucoup plus faciles à aller chercher et pouvoir les mettre dans le dossier Moi, j'ai pédagogique déjà de l'élève. utilisé le dictaphone dans ma classe, ben avec mon cellulaire. En 1980? Oui, exactement. Avant que je sois née. Mais pour les traces, parce que vu que tu connais les indicateurs et ainsi de Oui. suite, puis tu veux pas avoir 1000 papiers, ben t'enregistrais un commentaire en disant comment je remarque que Jacob, il y avait eu de la difficulté, là ça va bien, tu le prends en note, mais c'est ça une évaluation où tu donnes une rétroaction, mais t'es pas obligé que Jacob ait fait 8 travaux différents. Tu peux juste l'observer parce que ta grille, tu la connais, puis tu sais sur quoi tu Tout à l'évalues. fait. Donc, on revient avec la diversification des Oui. traces. Ben, une note orale d'un enseignant qui est professionnel, mais Oh oui. c'est une évaluation. Oui, c'est aussi valide qu'une évaluation écrite de la part de l'élève. Vous me parlez de grille. Et moi, j'ai beaucoup un intérêt envers l'intention pédagogique Oui. qui est directement liée à la grille. Ça, Oui. ça va ensemble. Maintenant que je suis directrice, j'ai un regard, un pas de recul supplémentaire en lien avec la grille d'évaluation. Si je regarde juste en une année scolaire, si chaque enseignant a juste une grille, chaque élève doit s'adapter à 8 grilles différentes. On multiplie ça par le nombre de compétences, on multiplie ça par 5 années au secondaire. Oh, on est rendu facilement à la base, sans multiplier les compétences, à tout près d'une quarantaine de oui. grilles d'évaluation différentes. Tout à fait. Donc, en tant que directrice, maintenant, je vois ça vraiment comme étant essentiel qu'il y ait une cohésion puis une cohérence au sein Oui. des niveaux, Tout à fait. mais aussi au sein des départements, pour qu'il y ait une progression là, de Ah première oui. à cinquième C'est secondaire. essentiel, en mais fait. avec un vocabulaire qui est commun. Oui. Parce que chaque année, ou chaque enseignant, en fait, l'élève doit s'adapter à chaque enseignant, puis à chaque niveau. Donc ça, je trouve ça vraiment, ça reste un enjeu
Oui. Puis c'est important de Oui. sortir de notre silo parce que c'est tellement facile de fermer notre porte de classe puis d'être dedans notre bulle. Mhm. Alors que quand on échange davantage, quand on se rend compte qu'on est capable d'avoir un vocabulaire commun d'un niveau à l'autre, d'un département à l'autre, Oui. ça simplifie les choses, pas juste pour les enseignants, mais pour l'apprentissage des élèves aussi. Oui. Donc, c'est plus facile pour eux d'identifier les attentes auxquelles ils doivent faire face. Puis la communication avec les parents aussi, Exact. sûrement, Oui. lorsque tout est standardisé et commun avec un langage que les personnes comprennent, mais il va y avoir moins de « mais pourquoi il y a eu ce résultat-là? » Parce Oui. que ça va être mieux expliqué pour le parent aussi, surtout s'il y a une progression durant les... Moi, j'aime ça, là, parce que... Ah oui, on moi regarde, j'adore ce qu'elle vient de on dire, regarde là, des, je suis... des établissements que la grille d'évaluation secondaire 1 puis secondaire 5 en mathématiques, c'est la même. Puis t'es Oui, comme, OK. oui. Puis là, ils font, ben, j'ai pris celui du ministère de mathématiques secondaire 4. OK, mais attends un peu, c'est complètement différent. Si mon élève en secondaire 1 fait la même grille qu'en secondaire 5, mais il donne tout de suite son diplôme, là. Oui, puis comme t'as dit, la cohésion d'un niveau à l'autre, du même département, c'est les indicateurs vont varier. Le but ultime, c'est de développer la compétence, mais la compétence à développer, c'est les mêmes d'un niveau 1 à 5. Ce qui est important, c'est que justement qu'il y ait une progression. Oui. Donc, c'est quelque chose que présentement, comme tu l'as dit, j'adore là, que tu as mentionné ça, parce que ça, on pourrait en parler sur un autre balado. Le fait que les enseignants ont tendance justement à fermer la porte, sont dans leur classe, ils ont leur propre évaluation, ils ont leur propre planification, et là, il n'y a pas nécessairement un partage. Des fois, ça peut être lié à différentes raisons quelconques, mais je pense que pour le jeune, et autant pour l'équipe école, c'est essentiel, cette communication-là, ce partage-là, et que le parent et le jeune peuvent savoir, OK, bon, quand je vais être en 5, voici le niveau, le type de grille qui va être utilisé, qui est similaire, dans le fond, à la secondaire 1, mais c'est un escalier, en fait, là. Donc, c'est la zone proximale de développement qui est respectée d'un niveau à l'autre, que présentement, c'est une grande faille dans le système, là. Il n'y a pas nécessairement de suivi de grille. Nous autres, D'une école à l'autre, c'est complètement Exactement. différent. On reçoit un nouvel élève dans la classe, puis là, on a une note. on sait pas c'est quoi ses difficultés, c'est avec la grille que peut-être qu'ils ont même pas utilisée, pis t'es comme, OK, mais je repars à zéro, là, même si j'ai une note, je sais pas comment je peux l'aider. Tout à fait, puis tantôt t'as mentionné que tu sois en secondaire 1, en 5, ils prennent la même grille, ils font le même travail. Mais si la grille est différente, la note va varier également. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération entre cette cohésion-là de travail d'équipe, que merci d'avoir partagé ça, en fait, c'est une réalité, justement en tant que gestionnaire, de ton côté également, là, de faire face, de penser à cet aspect pédagogique-là aussi, parce que c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Non, c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps et d'implication. Oui. Il faut qu'on ait, je veux dire, vraiment des gens qui ont envie de faire changer les choses, faire évoluer, Tout à fait. et l'école et le département, mais ça prend ce souci-là, puis c'est une question de temps, on se le cachera pas, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de s'asseoir, faire ces échanges-là, de s'entendre, puis d'être bien guidé aussi à travers ça pour que cette progression-là, se fasse, elle s'écrive, elle se dresse. Et oui, on a des balises dans les cadres d'évaluation, ou encore la progression des apprentissages, mais on a aussi un rôle comme directeur d'établissement d'observer puis d'accompagner pour que ce soit plus accessible et pour les enseignants et pour les élèves. Mais on a le rôle aussi de donner ce temps-là aussi, ce qui est tellement... Ça reste toujours l'enjeu majeur. Au final, on se cachera pas. Oui, parce que même si vous fabriquez des grilles en tant que direction, mais même si le prof, il l'a pas compris, il l'a pas bien expliqué, il a pas bien vu l'application dans son cours, mais la grille va être utilisée soit mal, en faisant juste encercler, puis ça revient à une note, ou va être mise de côté, donc les efforts faits. Oui. Donc c'est vraiment un travail en amont avec l'explication c'est sûr. dès le début. C'est un gros chantier. Oui. Une Puis, grosse priorité. Mais ce que j'aime, c'est clair, j'aime beaucoup ce que tu dis, en fait. Je suis d'accord avec tous tes propos, mais je pense que tu as mis l'accent sur être positif dans l'approche, être prêt à mettre l'effort, à s'investir, parce qu'en bout de ligne, le résultat va en valoir la peine. Définitivement. Exactement. Fait que c'est possible. C'est pas dans le sens qu'on a tendance à beaucoup parler des bobos en évaluation. Hein. Il y a telle chose qui va pas, il y a telle chose qui va pas. Mais c'est possible d'avoir un virement. C'est possible. Faut mettre l'effort, faut mettre l'énergie, mais c'est faisable, c'est possible, c'est accessible.
C'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un chantier qui est hyper sexy, on s'entend, Ouais. parce que ça nécessite beaucoup de travail, Oui. puis oui, du temps, mais au final, s'il est bien fait, ce chantier-là va tellement faciliter la oui. suite des choses, l'évaluation, la cohésion d'équipe. Donc, il y a un impact positif pour tout le cheminement de l'élève par le suite pendant son parcours à l'école. Oui. Non, c'était excellent. Ouais, Fait c'est que ça, les positivisme, conséquences vont être pour le prof, pour le parent, pour l'élève. ça implique tout le monde. Ça va être un effet positif pour tout le monde. Puis les traces vont être là. Fait que là, tant qu'à parler des nouveautés en évaluation, en fait, comment améliorer le système, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on en jase parce que nous, Stéphanie et moi, on est des ferventes. J'aimerais savoir ton opinion. Quel rôle peut avoir l'auto-évaluation en éducation selon toi? Parce qu'on parlait tantôt d'évaluation, jugement professionnel. Là, parlons un peu d'auto-évaluation parce que c'est pas très connu ou utilisé à travers notre système éducatif. C'est vrai que c'est peu utilisé. L'auto-évaluation, même moi comme enseignante, je l'ai pas utilisée à sa juste valeur. Ça permet d'avoir un regard critique comme apprenant sur son propre développement. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité à saisir. Puis, quand l'auto-évaluation elle est bien faite, l'enseignant peut renchérir sur les indicateurs identifiés par l'élève. J'utilisais beaucoup pour ma part l'évaluation par les pairs. Oui. Qui est un peu similaire. Très similaire à l'auto-évaluation, oui. Prouve que le travail de ton voisin est vraiment une nouvelle littéraire. Ben, ça permet de valider la compréhension des deux élèves en même temps, capable de vérifier si les connaissances sont bien acquises, capable de faire une rétroaction. Puis au final, quand il arrive pour composer une nouvelle littéraire, ben c'est plus facile de démontrer sa compétence. Donc, l'auto-évaluation, pour moi, c'est un petit peu le même principe. C'est prendre un pas de recul comme apprenant, de faire preuve d'introspection, de jugement critique. Tout à fait. Toujours lié aux intentions d'apprentissage. Mais je dois accorder que c'est une éducation. T'sais, il faut prendre le temps d'éduquer Tout à fait. l'élève à ça. Parce Ils sont pas habitués de ils sont le faire. pas habitués. C'est si facile de bâcler cette étape-là. Tout à fait. Mais bien utilisé, bien fait, je suis persuadée que ça peut faire une énorme différence dans le sens où ils sont capables d'identifier leurs forces, leurs défis, puis de continuer à se développer en lien avec ceux-là. Et en même temps, ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus investis dans leur développement. Puis un élève qui est motivé, qui s'investit, ben en fait, il n'y aura pas de limite, ce jeune-là. Oui, puis il se sent impliqué dans son processus, autant d'évaluation, dans son processus d'apprentissage. Il sent qu'il peut avoir un impact sur son résultat. C'est ça. Donc, il est un peu en contrôle. Ça lui donne le contrôle de son processus versus juste recevoir des notes et pas être en mesure de vocaliser son besoin où est-ce qu'il est rendu. Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu penses de l'auto-évaluation? Ben, dans plusieurs podcasts, j'en ai parlé. Je suis une fervente à plusieurs égards. Parce que toi, tu l'as utilisé dans ton J'utilisais enseignement. assez fréquemment pour ouvrir la discussion. Moi, on parlait des changements en évaluation. Moi, le changement que j'ai le plus apprécié dans ma pratique, c'est vraiment lorsque j'ai pris le temps de m'asseoir avec les élèves pour discuter sur leur apprentissage versus juste me fier à une trace écrite. Puis l'auto-évaluation me donnait l'introduction de discussion. Puis les jeunes, là, c'est pas vrai qu'ils s'auto-évaluent toujours à la hausse. En fait, en général, c'est plus vers le bas. Oui. Ils sont très sévères par rapport à leur apprentissage. Mais comme conversation que j'ai eue, il y a des exceptions que j'ai beaucoup plus compris leur processus cognitif en discutant de leur auto-évaluation que sur leur trace écrite. Puis j'ai changé mon fusil d'épaule pour mon jugement professionnel avec beaucoup plus de traces à l'oral qu'à l'écrit parce que t'es capable d'analyser beaucoup plus en profondeur ce jeune-là. Fait que c'est pour ça que moi, à chaque année, étape, je prenais vraiment le temps de m'asseoir. Des fois, l'auto-évaluation peut être aussi en petits groupes. Mm-hmm. Parce que à 160 élèves par année, s'asseoir avec chacun d'eux, c'est un défi. Mais en petits groupes, poser des questions vraiment sur un travail, puis qu'est-ce qu'ils pensent, donne tellement beaucoup plus que juste une trace écrite. C'est tellement accessible aujourd'hui avec la technologie. Des fois, l'évaluation, on voit ça, une lourdeur, beaucoup de paperasse, beaucoup de traces.
mais utiliser la technologie dans le sens, tout est faisable, tout peut se faire en ligne, les enregistrements audio, les évaluations. Je me rappelle, tu m'avais conté que toi, pendant les travaux d'équipe, ben, je faisais en fait la même chose. Je prenais des équipes à l'extérieur. Là, on avait une discussion où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur progression. Donc, c'est quand même faisable. C'est juste parce que des fois, les enseignants, ils voient ça beaucoup plus gros que ça l'est. C'est une grande montagne et ça leur fait peur parce que là, ça vient changer leur habitude, leur méthode. Mais pourtant, c'est encore plus simple que qu'est-ce qu'ils font des fois le day-to-day. Puis c'est ça, tu sais, au lieu de d'y aller en voyant la montagne, Ouais. mais moi, l'auto-évaluation, puis je leur apprenais, comme je dis, c'est un processus à Oui, apprendre, tout à fait. mais moi, mes élèves, les devoirs qu'ils faisaient à la maison, c'était de l'auto-évaluation, c'est prendre du temps pour enregistrer, pour écrire, ainsi de suite, pour expliquer où est-ce que t'es rendu, mais ils faisaient pas 50 numéros de chimie chez eux. Les numéros, pour la pratique, ça le faisait en classe. Moi, l'auto-évaluation, c'était leur devoir. Puis, ils prenaient le temps de bien le faire. Donc, Ouais. moi, je faisais l'analyse, mais ça se fait aussi. Il y a plein de manières de le Ça faire. ouvre la discussion, comme tu as dit. C'est une belle façon d'amener le jeune. Puis c'est pas parfois encore là, c'est le stéréotype. Ah, c'est pour les plus vieux, mais pas du tout. Un jeune du primaire sera en mesure. Moi, je demande à mes enfants, ok, qu'est-ce que t'as appris, comment tu te sens, c'est quoi tes défis. Je fais une auto-évaluation avec eux régulièrement et c'est incroyable à quel point ils sont capables de prendre du recul puis dire ok, ben il y a telle chose que j'ai pas compris, il y a telle chose que oui, j'ai du travail à faire, comme j'en parle avec ma fille puis elle est capable de bien identifier ses besoins même si elle est au primaire. Donc c'est pas nécessairement seulement donné pour les ados de deuxième cycle, comme qu'on dit, ah, tu sais, ça prend la pensée critique. Oui, c'est sûr que l'auto-évaluation va être beaucoup plus développée, elle va être beaucoup plus, il va y avoir une interaction qui va être plus grande, mais un jeune, n'importe quel jeune de Au n'importe pire, ça va quel être âge, guidé, là. exactement, il va être en mesure de prendre une réflexion où est-ce qu'il est rendu, puis qu'est-ce qu'il trouve difficile. Ils savent ce qu'ils trouvent difficile, puis bon. Ce que j'aime de ce que vous dites, c'est également, ça permet de développer le lien enseignant-élève. Ce lien-là, il est la essentiel. communication, oui. L'effet enseignant, c'est une des meilleures... en fait, c'est l'élément qui incite le mieux l'élève puis qui l'amène à mieux réussir au final. Vraiment. Puis Vraiment. on a tous au moins un enseignant marquant dans notre parcours qui a fait en sorte qu'on a évolué, qu'on s'est amélioré. Mais le faire comme enseignant, ça permet de développer ce lien-là, de donner confiance à l'apprenant aussi, Oui. puis de l'impliquer au final. Puis, je dirais que c'est pas parce qu'on a 28, 30, 34 élèves dans une classe qu'on n'est pas capable de prendre ce temps-là. Oui. Justement, quand on est capable de les mettre à la tâche, quand ils sont actifs dans leurs apprentissages au quotidien pendant le cours, mais c'est possible de se libérer, puis d'accompagner par petits groupes nos élèves pour être capable de prendre ces traces-là, Tout à fait. de valider l'auto-évaluation ou encore les observations des pairs pour apprendre, pour garder des traces d'apprentissage également. Tout à fait. T'as mentionné par rapport à la planification. Lorsque je faisais ma planification, je planifiais toujours des périodes de rétroaction. Je le faisais dans ma planification, puis je réussissais à passer de la pédagogie, l'intention que je voulais en début d'année, même en ayant planifié des périodes pour la rétroaction. Parfois, c'était 4 périodes, là, tu sais, à la suite d'un examen, parce que je voulais prendre le temps d'avoir une rétroaction. Donc, la rétroaction, elle se faisait soit verbalement, soit on faisait le tour, ou des fois, je leur faisais faire des exercices en lien avec ce qui est ressorti le plus pendant la production écrite. Donc là, je constatais, OK, ouais, je constate qu'il y a une problématique sur tel sujet, je vais les faire travailler en équipe à la suite et je vais les prendre individuellement pour faire une rétroaction avec eux puis vraiment m'assurer. Donc, ce temps-là n'était pas une charge à la tâche que j'avais déjà, je l'avais planifié puis je réussissais encore plus rapidement à les amener au but ultime de ce que je souhaitais, l'intention pédagogique en début d'année. Donc, c'est vraiment changer la vision par rapport à comment on évalue les élèves puis comment qu'on perçoit notre année pédagogique. Puis, Oui, c'est un changement de vision, c'est un changement de posture, carrément. tout à fait. Ce déclic-là Vraiment. se fait pas toujours au même endroit pour chaque enseignant Oui. au sein de la carrière. Oui. Pour ma part, ça a été vraiment une formation, un camp pédagogique. À un moment donné, c'était un défi. J'avais 2 défis. Défi 1, pimpe ta planif Oui. pour rendre les élèves actifs dans leurs apprentissages. Donc, arrêter d'être passifs en classe. Oui. Puis ça a été un premier déclic. Donc, ça t'amène vraiment à remettre un regard, tu sais, à vraiment te remettre en perspective. Est-ce que moi, comme enseignante, je rends mes élèves actifs, impliqués dans leurs apprentissages, ou est-ce qu'ils sont passifs puis attendent que je parle tout au long de la période? Mm-hmm. Mais si je parle tout le long de la période comme enseignante, à quel moment je peux les accompagner pendant le temps de cours? Ben, jamais au final. Donc, il y a quand même cet impact-là. Vraiment.
Donc, c'est un peu anglophone, pimpe ta planif, mais reste Oui, que ben, ça a vraiment un regard qui amène un positionnement différent. Donc, rendre actif dans l'apprentissage, ça a été vraiment un déclic là, pour ma part. Puis, tu sais, avec l'alignement pédagogique qu'on parlait de tantôt, mais la question est, tu vas gagner du temps à long terme. Oui. Est-ce que tu es obligé d'évaluer toutes les notions que tu as montrées? Non. Est-ce que tu es obligé d'avoir une trace par chaque élève? Moi, j'avais des élèves là que, après 2 traces, mon jugement professionnel, il était capable de dire, OK, lui, il est correct. Oui. Mais est-ce que je suis obligée de recorriger sa copie au complet? En fait, je corrigeais de moins en moins parce que je prenais la peine de faire des bonnes rétroactions, de les mettre actifs. Donc, tu gagnes du temps. T'as le temps de faire des rétroactions puis de faire de l'auto-évaluation. T'es pas obligé de faire 70 évaluations par année. T'es capable de dire, ben, cette notion-là, je l'ai montrée, mais je ressens pas le besoin d'évaluer au complet ce chapitre-là. Oui, puis tu sais, les gens, là, mettons, on parle les enseignants de langue ou des enseignants où est-ce qu'il y a beaucoup de corrections quant à l'orthographe, il y a des outils technologiques aujourd'hui qui vont le faire. Donc, ça va permettre, on peut les mettre à écrire à tous les jours, en 5 minutes, on les connecte et l'orthographie va se corriger seule, ça va donner... Il y a plein d'outils, en fait. C'est ça que des fois, l'enseignant il dit « Ah, mais j'ai beaucoup de copies à corriger, il faut que je fasse ça toutes les semaines, il faut que je les amène à avoir une meilleure orthographie. » Mais c'est possible d'utiliser la technologie, elle va pouvoir vous permettre, en fait, le but ultime, c'est que vous soyez le maître de votre classe. C'est leur permettre de vraiment poser un jugement professionnel sur la pensée critique. Et le reste, ben, ça se fait avec grâce à la technologie aujourd'hui. Fait qu'on a cet avantage-là. La technologie devient pas une fin, mais un moyen. C'est un moyen de gagner ce temps-là, de valider si nos élèves ont acquis les connaissances nécessaires qu'ils vont pouvoir mettre à l'épreuve dans leurs compétences, puis nous prouver qu'ils sont bien acquises à travers le développement des compétences-là. Donc, si je prends pour mon expérience enseignante, ben définitivement que j'utilisais les différents outils numériques qui me permettaient de valider rapidement, OK, ils ont compris les connaissances, parfait, mais il n'y avait jamais de notes associées. Tout à fait. À ça. C'est exactement c'est ça. Apprendre, ça veut pas dire avoir une note. Exactement. J'adore ça. Mais moi, je suis un peu curieuse. On n'a pas entendu le 2e défi du camp. Tu sais, il y avait c'est vrai, elle avait il y dit avait qu'elle le avait premier, 2 défis. mais là, oui, on avait parlé pimpe ta planification. C'était quoi le 2e? Mais c'était... Ouais, j'ai peut-être mélangé les deux un petit peu. C'était vraiment de rendre l'élève actif dans ses apprentissages. Oui. Puis le pimpe ta planif, c'était pour moi, c'est vraiment, bon, fait différemment une planification que tu trouves plate. Oui. Donc, c'était comme ça. J'ai peut-être mal exprimé. Ben non, on voulait, nous autres, on est curieuses. Oui. Merci Stéphanie. mais j'aime bien le principe des fois. Il y a des profs qu'on discutait, puis ils disaient « Est-ce que tu aimerais ça être dans ta classe? » Oui. Est-ce que tu aurais du plaisir à être dans ta classe? Puis ça m'a fait réfléchir dans ma carrière en faisant « Ah, c'est vrai que je perdrais mon temps. Tu sais, écouter 55 minutes un prof qui fait des jokes pas drôles. Fait que... T'es drôle. fait que ça m'a fait réfléchir aussi. Oui, il y a ce lien-là, oui. Oui, ben se mettre dans la peau de l'élève, c'est très important. Puis ça s'applique sur tous les domaines, autant dans la planification que dans la gestion de classe, que dans l'évaluation. On revient à un changement de posture. Que tu pimpes ta planif pour la rendre plus intéressante au l'élève, que tu rendes l'élève actif dans ses apprentissages, ou encore, je donne un autre exemple, tout ce qui est la classe flexible. Dans mes dernières années d'enseignement, je dis mes dernières comme ça faisait vraiment longtemps de ça, mais en même temps ça fait pas si longtemps, j'avais une classe flexible. Mais le fait d'avoir une classe flexible, quand ton objectif c'est de rendre l'élève actif dans ses apprentissages, on change tellement notre posture d'enseignant. Ah, c'est sûr. Parce que tu peux pas enseigner de la même façon quand tu as une classe flexible versus quand tu as une classe en randonnion. En fait, les classes l'aménagement flexible, pour ceux qui écoutent, c'est vraiment c'est pas changer le mobilier en disant j'ai des tables, des comptoirs, et ainsi de suite. C'est vraiment changer la mentalité pour que le jeune soit beaucoup plus actif. Fait que c'est pas rien qu'une question de mobilier. Puis ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que juste changer de mobilier, garder le même type d'enseignement, c'est pas une classe. C'est pas gentil, mais on court un peu à notre perte comme enseignant. Oui. Parce que si on change pas cette posture-là, on continue à donner un cours théorique,
ben l'élève, lui, il a un mobilier flexible qui permet de placoter allègrement Ouais. avec ses voisins. Puis il y a beaucoup d'élèves qui sont de dos, qui sont obligés d'être pas bien assis pour regarder. Exact. C'est ça. Donc l'attention est... Puis la même chose comme t'as mentionné aux enseignants qui désirent avoir une classe flexible, mais ils n'ont pas toujours accès à l'avoir, ben ils peuvent le faire sans nécessairement changer de mobilier. Tout à Donc fait. c'est vraiment une posture, comme tu l'as dit, Oui, c'est une une approche posture. pédagogique qui va changer la manière que tu vas présenter la matière. Tout à fait. Puis pour ma part, j'avais même évacué mon bureau d'enseignante. J'en avais plus dans ma Ouais. classe. Il servait à rien d'une façon ou d'une autre. Ça me servait à quoi d'être assise devant la classe? Mhm. Il y avait plus de devant dans ma classe d'une façon ou d'une autre. Ouais, Donc, je c'est projetais sur un mur, j'enseignais de l'autre, je discutais avec mes élèves de l'autre côté. C'est merveilleux. Donc, c'était un mouvement constant qui était, ben, à mes yeux, à moi, en tout cas, trippant parce que l'interaction avec l'élève était pas du tout la même. Et puis, ils pouvaient vraiment collaborer ensemble pour bâtir leurs apprentissages, mais également pour, en fait, ils changeaient leur regard même sur leur cours. Puis, du moment où j'ai changé cette posture-là, ben, j'ai jamais entendu un élève chialer comme quoi il venait en cours de français. Non, c'est Ouais. ça. Mais moi, j'aime beaucoup quand on rentre dans une classe, puis on regarde, on balaye la classe, puis on se pose la question, il est où l'enseignant? Ben, ça veut dire qu'il est accroupi en train d'expliquer, ou Oui. tu sais, C'est ça. il fait un avec ses élèves. Exactement. Mais Il interagit, ça, il est c'est- actif dans... C'est une belle communauté d'apprentissage. Oui, oui, ben j'en ai connu même moi-même des classes où est-ce que je rentrais, où est-ce que j'enseignais, puis là t'avais plein d'élèves qui étaient à la tâche, et c'est vrai que tu trouvais pas d'enseignant, mais ils étaient tous à la tâche, il y avait pas, et là tu le retrouves, ah, ok, parfait, il est avec les élèves, c'était merveilleux parce que tu voyais que tout le monde était impliqué, autonome, c'était merveilleux, c'était... Là, je regarde le temps passer et ça passe beaucoup trop vite à mon goût. Claire, en fait, avant qu'on dise au revoir, j'ai quand même une belle question que j'aimerais te poser. J'aimerais ça savoir, toi, ta vision parfaite, là, parfaite c'est un gros mot, mais ta vision de l'évaluation dans une école en tant que gestionnaire, en tant que directrice d'établissement scolaire, comment tu vois ça, l'évaluation parfaite à travers les murs de ton école? Oh, c'est une excellente question. Pour terminer en beauté. L'évaluation parfaite pour moi, elle est variée, elle est formative, elle est remplie de rétroaction USB, puis elle est partagée autant avec l'élève que l'enseignant. Il y a un beau mélange de tout ça. C'est hyper difficile à décrire dit comme ça, mais je reviens vraiment à un processus. C'est pas juste une finalité, en fait. C'est un processus qui est continu, dans lequel l'élève peut s'épanouir, puis fait pas juste gérer du stress. Oui. Si on veut, générer du stress. Puis la communication, j'imagine, entre le personnel enseignant en tout temps. Tout à pour fait. l'évaluation. Mon Oui. Dieu, quelle belle vision! Moi, je veux aller à ton école, ça c'est sûr. T'es la bienvenue. Ben merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça a été un réel plaisir. Écoute, il faut qu'on reprenne ça. Je pense que c'est ce que tu as à dire, ça me fascine. J'adore ce que tu dis. C'est très clair, c'est très pédagogique. Puis ça amène une vision meilleure du système éducatif de ce qu'on connaît. Donc, on te remercie, Stéphanie et moi, d'avoir été des nôtres Eh bien, aujourd'hui. merci à vous vraiment de m'avoir invité pour Ben, ça votre me- podcast. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Ben merci, à un prochain podcast à suivre. À Donc, suivre. pour tous vos besoins en évaluation, on vous invite à visiter zelexio.com. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Tant Au revoir. mieux. Quand tout va bien, la vie au fond c'est ennuyeux. Il faut savoir garder toujours